one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. C'est fou. Bryant for the Le magazine Hype de la rédac de Sport en France est de retour. Hype is back. On va parler de NBA, notamment des finales NBA pendant 52 minutes ensemble. On a un très très gros programme. On se lance. On a Hype ou pas Hype, pardon, en marge des finales NBA. Le patron de la NBA prend la parole. LeBron James est en mode business. Ça, c'est activé pour lui. Et on a le départ de Quinn Snyder. Est-ce que ça change quelque chose pour l'intersaison de Rudy Gobert? Puis on ira du côté de la Butch Week Party à Brooklyn dans la chronique fraîche d'Emric Parker. Quel profil de joueur a le plus révolutionné la NBA? Je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps dans le débat de la semaine. Et pour finir, gros focus sur les finales NBA. C'est parti, hype ou pas hype dans quelques minutes, mais on va surtout présenter notre équipe renforcée aujourd'hui. Back-to-back pour Mélissa qui est avec nous. Salut Mélissa. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. On t'invite plus, hein. Tu es chez toi ici maintenant. Championne de France depuis le temps qu'on l'avait vue. Elle est revenue, elle a pris un titre. Encore félicitations pour toi, Mélissa. À côté, c'est également un autre back-to-back, un néo-coach. Raphaël Desroses est avec nous. Salut Raphaël. Salut. Comment va? Ah, ça va bien, des belles finales qui ont bien commencé, donc on a hâte d'en parler. Ouais, on avait fait nos pronos, hein. Je crois que d'ailleurs tu étais plutôt orienté à Boston, là c'est un partout. On va faire le point bien sûr sur cette finale NBA ensemble. On part du côté des États-Unis, du côté de San Francisco, un homme qui suit les Warriors et qui est plutôt soulagé après l'égalisation, c'est Melvin Carsanti. Salut Melvin. Salut Sylvain, salut à tous. Soulagé, je sais pas si c'est le mot parce que je m'attendais à cette réaction, mais comme le disait Raph, on a des super finales, donc c'est top. Et big up à mon Split Bro qui a gagné une médaille avec les U23 grecs chez les filles. Let's keep going. Angelo Zakarakis qui est là habituellement avec nous, mais c'est vrai qu'il est maintenant sélectionneur de l'équipe Hélène de basketball 3-3, donc il est très très occupé. Big up à lui, on traverse les États-Unis, on va du côté de New York. Un homme très occupé aussi qui suit les finales et notamment Boston pour ses différents médias, l'équipe Canal+ Afrique. C'est Antoine Bancharel. Salut Antoine. Salut à tous, ravi d'être là. Ravi de t'avoir. On aura aussi Emric, un non loin de toi, avec sa chronique fraîche, je l'ai dit en intro. On ira en mode un petit peu Butch Week Party du côté de Brooklyn. C'est très très sympa. Mais il faut vite accueillir un homme qui est international français, passé par Évreux, Le Mans, quoi d'autre, Boulogne-le-Valois récemment. C'est Laou Konaté. Salut Laou. Salut. Comment va? Ça va, merci et toi? Ouais, je vois que tu es bien habillé. On essaye. Le foot, c'est ton truc aussi un peu. Ouais, c'est mon truc. Hein. Bon, on va parler basket avec toi. Il y a une question traditionnelle qu'on pose à nos invités. Joueur hype, franchise hype. Ok. Pour toi, quel est ton joueur hype? Quelle est ta franchise hype en NBA? Je dirais joueur hype KD. Ah, bon. Et franchise, je dirais les New York. Pour soutenir mon gars Evan Fournier. Evan Fournier. Ouais, bon, il n'est pas qualifié pour les playoffs, Evan Fournier. Ah, mais c'est quand même hype, tu vois. C'est quand même hype, c'est clair. Hype. On suit la famille. Ouais, c'est la famille. Bon, très bien. On va se lancer dans notre rubrique, mais avant, on parlait des finales NBA. On a un jeu concours et des maillots à vous faire gagner. Le premier, c'est Steph Curry des Warriors version rookie saison. Voilà. Et on en a un deuxième. Ce sera Paul Pierce. Pareil, Boston, hein, donc les deux équipes qualifiées pour les finales NBA. Alors pour jouer, c'est très simple. Il va falloir pronostiquer les victoires des games 3, 4 et 5. Donc enchaîner, hein, bien sûr, les pronostics sans score, parce que c'est compliqué, hein, mais juste qui gagne. Donc il faut avoir l'ensemble des 3 bonnes réponses, plus être abonné au compte YouTube de Hype. Donc vous y allez, vous vous abonnez, vous nous donnez les 3 bons pronostics et vous repartirez avec le maillot de votre choix. Vous nous dites, hein, soit Boston, soit les Warriors. De toute façon, ce sera un beau cadeau. Non, pas vous. Dire les pronostics, c'est un peu compliqué. Sinon, je me mouille, il n'y a pas de problème. Donc non, on va laisser nos téléspectateurs jouer. Et les maillots sont offerts par Team Retro US, magazine vintage à Paris. Voilà, allez-y si vous avez un petit peu de temps, il y a pas mal de choses à y attraper. On y va, c'est parti, go, première rubrique, hype ou pas hype, let's go. On explique pour là où, hype ou pas hype, c'est une rubrique news.
On essaye de scruter un petit peu les news hype de la semaine écoulée en NBA, et puis on en retient 3 et puis on en parle ensemble. On en a une en marge justement des finales NBA. Le commissionneur Adam Silver prend toujours un petit peu la parole. Il fait aussi le point sur les dossiers chauds en cours de la saison. Et est revenu cette semaine la question un petit peu du calendrier. En NBA, on sait que les équipes jouent 82 matchs en saison régulière et ensuite, si on va loin en play-off, ça peut aller jusqu'à maximum une trentaine de matchs. Jérémy Nzeli était à ta place la semaine dernière. On lui a posé la question de savoir si les joueurs jouaient trop en NBA. Je te propose de l'écouter. Ensuite, je te poserai la même question. Ok. On ne peut pas omettre le fait qu'il joue énormément de matchs. Parce que 82 matchs en l'espace de 6 mois, pour que les gens aient un peu une idée de comparaison, nous, il nous faut 10 mois pour en jouer 34. Donc, quand on voit qu'eux, c'est 82 en à peine 6 mois, et derrière qu'il faut encore jouer tous les playoffs avec tout ce rythme effréné, ça reste un rythme qui est très très dur. Même question, est-ce qu'on joue beaucoup trop en NBA ? C'est une très bonne question. Après, moi, je suis plutôt d'accord sur ce qu'il dit, Jérémy Nzeli. Mais je suis d'avis aussi à dire que voilà, la NBA, c'est aussi les 82 matchs. On a toujours connu la NBA avec les 82 matchs. En tout cas, moi, j'ai toujours connu ça. Et voilà, pour moi, jouer moins, ce serait différent. Donc après, je pense que... Ouais, non, franchement, pour moi, la NBA... 82. Historiquement, 82, on ne touche pas. Ouais, franchement, ce serait dommage de réduire. De réduire. Ok. Question aux presque anciens joueurs. Je sais que Mélissa joue encore. J'ai une question par rapport à la faisabilité, moi. Est-ce qu'on sait que les contrats télé sont ficelés en NBA, que ça vaut beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut, comme ça, dire, OK, moi, je passe de 82 à 70 matchs et ne peut-être pas conserver un petit peu l'enveloppe financière que ça amène que de conserver... Moi, j'ai un avis là-dessus. Pas comme ça. Pour moi, c'est pas imaginable. Déjà, 82 matchs, comme il dit, c'est historique. Donc après, tout ce qui est stats, etc., c'est vrai que ça biaise un peu le truc. Et puis, je voulais en venir à l'argent. C'est vrai que les joueurs, maintenant, touchent des 40 millions pour les stars à l'année. Leur demander de jouer moins de matchs, moi, je trouve pas ça cohérent. Par contre, ce que je valide, c'est le fait que maintenant, quand ils voyagent, c'est dans des conditions exceptionnelles, jet privé, etc. Donc, je suis plus pour ces mesures-là d'accompagnement des joueurs, plutôt que de dire « Ah non, vous jouez moins de matchs ». Parce qu'on sait que c'est 6 mois, mais 6 mois, ça veut dire aussi 6 mois de repos, entre guillemets, derrière. Donc moi, je pense que c'est gérable. De nos jours, on voit que les mecs jouent de plus en plus longtemps. Donc c'est vraiment un truc qui est réalisable. Et puis ce qui m'embête aussi, c'est de dire qu'on joue moins de matchs. Et au final, malgré ça, les mecs vont être ménagés par leur coach, par leur staff, etc. Et ça, c'est un truc qui m'embête. Alors justement, attends, avant que tu répondes, Mélissa, et je t'en donne la main tout de suite. On a une déclat d'un ancien joueur, Richard Jefferson, qui est aujourd'hui consultant, qui trouve justement cette question absurde. Donc c'est absurde, on a déjà éliminé les back-to-back. La pause du All-Star Game est désormais d'une semaine, alors qu'elle était seulement de 3 jours et demi auparavant. Jusqu'où et jusqu'à quand ira-t-on pour dorloter les joueurs? Donc lui, il est clairement contraint. Ouais, clairement. Oui, il faut être contre. Et comme on disait, il y a un aspect financier qu'il faut prendre en compte. La NBA aujourd'hui, elle vit d'abord par les droits TV qui amènent énormément d'argent. Qui dit moins de matchs, qui dit moins d'argent. Qui dit moins d'argent dit que tous ces clubs, tous ces franchises ont moins d'argent, moins de subventions. Ouais. Est-ce qu'ils vont accepter? Absolument pas. C'est pas faisable, surtout parce qu'on est dans un système où ça a toujours été pareil. On parle de la cause qui est les blessures, on parle de réduire ces matchs par rapport à la blessure et fatigue des joueurs, chose que, entre guillemets, est-ce que, comme dirait Adam Silver, il aimerait bien avoir qu'on puisse lui prouver que les 82 matchs sont la cause des blessures des joueurs. NBA, ouais. Donc moi je reste persuadé que non, il faut garder ces 82 matchs et surtout de ne pas comparer la NBA à la France, on a chacun un système, donc la NBA... les moyens dont ils ont pour le staff qu'ils ont, parce que pareil, qui dit diminuer entre guillemets les matchs, diminuer les revenus, diminuer la NBA, c'est pas que les joueurs, il y a des gens qui travaillent. Il y a une faisabilité qui semble un peu compliquée. En plus, historiquement, effectivement, 90 matchs, c'est inscrit dans l'imaginaire collectif de tout le monde. J'ai vu Melvin faire non de la tête. Je voudrais ta réaction, Melvin, sur la question, et puis ensuite on enchaînera sur notre deuxième news. Ouais, je suis pas contre ce qui a été dit. Je pense que juste sur l'aspect business, s'ils passent la saison à 72 matchs, ce sera une fausse réduction parce que ça veut dire qu'ils vont sûrement mettre en place un tournoi de mi-saison. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est aussi ça qui va pouvoir permettre, je pense, aux propriétaires, à la ligue, aux joueurs et aux chaînes télé de pouvoir s'y retrouver au niveau business.
Deuxième news, on y va, je te fais pas réagir Antoine, mais je vais te donner la main tout de suite, ça concerne LeBron James. On a appris justement une info assez importante sur lui, ça concerne pas le terrain mais plutôt hors terrain. Pour situer déjà un petit peu LeBron James, un joueur hors norme qu'on appelle King James depuis toujours, 19 saisons maintenant pour lui, 4 titres de champion, 18 All-Star, 10 fois All-NBA, 4 fois MVP et 3 fois MVP des finales. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de LeBron James. Mais là, on va pas parler terrain, on va parler hors terrain. Forbes a sorti un chiffre assez astronomique. LeBron James serait le premier joueur en activité, quand on parle de NBA, à être devenu milliardaire. Antoine, qu'est-ce que ça te suggère quand on parle de LeBron? On sait que c'est quelqu'un qui gère très très bien ses business, il est impliqué dans pas mal de choses. On a connu aussi il y a quelques années des destins un petit peu différents quand on pense à Scottie Pippen, Allen Iverson. Maintenant, on est dans une autre ère, on peut être un sportif de haut niveau, exceller et également exceller hors business. Oui, alors déjà, j'ai beaucoup aimé que vous ayez mis son palmarès avant de dire qu'il est milliardaire, parce que c'est la seule réserve que j'avais, c'est qu'il en avait parlé beaucoup trop tôt dans sa carrière. C'était un objectif quasiment depuis sa saison rookie de devenir milliardaire, et il me semble que quand même on doit mettre le sportif avant. Et donc voilà, maintenant il y est arrivé après une très belle carrière, après aussi hors terrain des vrais choix, quoi, business, d'investissement, etc. Et surtout, il utilise cet argent pour des bonnes causes derrière. On l'a vu avec son école I Promise et il y a beaucoup d'autres programmes autour. Donc non, très bien pour lui. C'est le 3e après Michael Jordan et Kobe Bryant, joueur NBA à devenir milliardaire. Donc on peut que saluer tant que ça va dans le bon sens et que ça sert à de bonnes choses. Tu parlais de milliardaire, effectivement, tu es très bien informé, c'est pour ça que tu es là, d'ailleurs, Antoine. Michael Jordan est devenu milliardaire, on a l'image, on peut peut-être vous la montrer, à 51 ans. Kobe à 41 ans, et le regretté, Kobe Bryant, et LeBron James donc à 37 ans. Voilà, donc on voit que LeBron James, précurseur dans beaucoup de choses, son arrivée en NBA s'est fait très tôt, et le fait qu'il devienne milliardaire également. Je me tourne vers Laou Konaté, je ne te fais pas injure de dire que les salaires ou les revenus en France sont pas les mêmes. Est-ce que ça t'inspire, est-ce que ça peut aussi inspirer les futurs joueurs NBA, venant de France ou d'ailleurs, de se dire qu'ok, je peux maintenant gérer une carrière sur le plan sportif, mais je peux aussi bien m'entourer et essayer de travailler sur mon après-carrière pour garantir des revenus. Ah, clairement, c'est un modèle. Hein. Un modèle de réussite. Un modèle à suivre. Ah ouais, sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est énorme ce qu'il a fait. Impliqué socialement aussi, en plus. Ouais, socialement, il est très présent sur les réseaux. Donc non, respect à lui. Et, on va essayer de faire comme lui, mais bon, à notre échelle. Bon, faut se lever tôt, ou alors on se met tous ensemble, on va peut-être essayer d'y arriver. Les revenus de LeBron, on peut peut-être les montrer, parce que c'est pareil, c'est très diversifié. Donc, la Blaze Pizza, on montre un petit peu la source des revenus de LeBron James. Donc, on est plutôt sur de l'alimentaire, il y a l'immobilier, il y a toute la partie aussi liée à ses productions audiovisuelles. Donc, voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Il y a l'endorsement aussi avec Nike, depuis toujours, qui fait que, voilà, LeBron James est un joueur maintenant solide à la fois sur le plan business, social et sportif. Un début de vie clairement réussi, on est d'accord. Non, puis surtout, comme il a dit, il a parlé d'équipe, il a su s'entourer de son équipe. Il faut savoir que son agent, à la base, c'est l'ami d'enfance, etc. Donc très tôt, il a mis les billets en place, mais avec un entourage proche. Et ça aussi, il faut le féliciter, parce que c'est vrai que c'est pas rare. Et après, il a eu un avantage sur les deux autres, ses prédécesseurs, j'ai envie de dire, parce que Jordan, je pense qu'à l'époque, si on revient à l'époque de Jordan, et Jordan, entre ce qu'il est devenu et ce qu'il a été, à ce moment-là, c'est pas la même chose. C'est pas, le joueur n'est pas considéré de la même manière. Il a pas LeBron aujourd'hui a pu avoir, entre guillemets, l'héritage de ce que n'a pas pu avoir Jordan dans ses débuts, et Kobe pareil. On est dans des temps. Ou peut-être que Jordan a ouvert aussi les voies. Il a ouvert les voies, puisque aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les contrats, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, les joueurs peuvent se faire de même, et leur image. Jordan, c'est compliqué ce qu'il arrive à avoir au début. Les partenariats qu'il a, tout ce qu'il essaie de mettre en place, j'ai envie de dire qu'il a ouvert une vraie voie à tous ces joueurs pour pouvoir réussir et devenir. On peut rappeler que Jordan s'est dit dans le documentaire The Last Dance, voulait même pas rencontrer les dirigeants de Nike pour signer à l'époque. Non, mais c'est très compliqué au début. Je pense pas qu'il y a fait connaissance de ce business-là. Je pense qu'il n'y avait même pas, au-delà de la connaissance, il y a une histoire derrière qui va aussi. C'est quand même un homme noir aux États-Unis qui arrive à faire des grandes choses. Désolé de dire comme ça, mais c'est des choses qu'on doit prendre en compte. C'est pas si facile que ça de devenir. Non, c'est un précurseur. Et donc, je pense que LeBron a vraiment hérité d'un bel héritage. Et nous tous, d'ailleurs, je pense qu'en tant que sportifs aujourd'hui, on hérite d'un très bel héritage.
Inspirant LeBron James, ça c'est clair. On avance, troisième news, ça concerne indirectement un Français. On va du côté de Utah, puisque le coach Quinn Snyder n'est plus. Ils se sont séparés, je crois mutuellement, la franchise et le coach. Donc Quinn Snyder, 8 ans à la tête du Jazz et 6 qualifications en playoff, donc un coach plutôt référencé. On a le bilan de Quinn Snyder, c'est 372 victoires pour 264 défaites, donc bilan clairement positif. Moi, je me tourne vers Laou tout de suite. Est-ce que ça peut changer l'avenir, entre guillemets, de Rudy? Alors, quand on parle d'avenir de Rudy, il y a des discussions qui l'emmènent peut-être ailleurs de Utah. On ne sait pas trop. Donc, est-ce que le fait que son coach ne soit plus va peut-être avoir une incidence sur le choix à faire de rester et de partir? Franchement, c'est pas facile comme question. Pas facile comme question. Il faut se mettre à la place aussi du joueur. Je pense que voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet, mais voilà, après faut voir le projet qu'il y a derrière. S'il y a un nouveau coach et qui lui redonne peut-être les clés de la maison, pourquoi pas rester, parce que là-bas c'est sa maison. Donc pour moi, tu le vois rester? Je le verrais bien rester. Tu le verrais bien rester? Ouais, je le verrais bien rester. Il est bien là-bas. Hein. Raphaël? Moi, je pense que ça sent la fin de cycle depuis un an maintenant. Hein, ouais. C'est vrai que pour moi, ça va être compliqué. Maintenant, c'est vrai que si on doit choisir une star entre lui et Donovan Mitchell, pour moi, le risque à prendre, c'est sur Rudy Gobert. Parce que Mitchell, on sait que depuis un moment, on parle de gros marchés, marché new-yorkais par exemple, etc. Alors qu'un Rudy, il n'a pas besoin de ces paillettes-là. Lui, il veut du sportif, du concret. Maintenant, ça dépendra beaucoup, à mon avis, du nouveau coach. Si on arrive à avoir une pointure, parce que Utah, c'est pas la franchise la plus sexy. Souvent, ils font des coups. C'est-à-dire, c'est un mec qui venait de Missouri, si je ne me trompe pas, à l'époque. Voilà, aller faire un gros coup au niveau du coaching, ça peut aider à construire quelque chose plus vite. 2 déclats, je vous lis la première, celle de Quinn Snyder, et il confirme un peu tes propos. Après 8 ans, je sens qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai pris du temps pour réfléchir après la fin de saison et être sûr que c'est la bonne décision. Donc lui aussi sentait que c'était fin de cycle. Et j'enchaîne avec une déclat d'Evan Fournier, qui n'est jamais avare d'avis sur les réseaux sociaux. Tu le connais bien là où. Pour moi, c'est une grosse erreur. Et même parler de trader Rudy ou Donovan et de casser ce duo, c'est une grosse erreur. Donc lui, voilà, donc confirme moi, que... Je suis de ce côté aussi. Voilà. Vous êtes en ligne tous les deux. Il n'a même pas vu sa déclaration. Bah voilà, écoute, Evan souhaite que Rudy puisse continuer. Un petit mot avec Antoine, justement, qui a eu l'opportunité d'avoir Rudy en interview pendant la saison. Quel est l'état d'esprit? Je ne sais pas si tu peux le traduire, mais est-ce que Rudy se voit quand même rester un peu du côté de Utah? C'est toujours compliqué de vraiment savoir à l'avance. Comme vous le dites, là, il va y avoir des choix à faire, parce que maintenant qu'il y a un coach qui part, on va y avoir un autre qui arrive, forcément, avec un plan de jeu, avec des envies, etc., de mettre des choses en place. Donc là, on n'en est pas encore tout à fait là. On sait que du côté de Donovan Mitchell, il ne l'a pas très bien pris du tout. Il était vraiment surpris et ça ne l'a pas vraiment mis bien, on va dire. Et maintenant, on attend de voir effectivement Rudy a remercié Quinn. Et on va voir un petit peu la suite des événements du côté de Salt Lake City. 4 noms qu'on peut vous proposer ici pour éventuellement reprendre la suite de Quinn Snyder. Alors, c'est nos idées, c'est pas forcément ce qui est repris aux États-Unis. Frank Vogel, donc champion NBA avec les Lakers. Mike D'Antoni, Terry Stotts ou James Borrego. Melvin est carrément pas d'accord avec ces noms. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on en dit aux États-Unis? Et puis, est-ce qu'il y a un nom à rajouter à cette liste ou pas? Ouais, alors je suis carrément pas d'accord parce qu'on a déjà la shortlist du Jazz et il n'y a que le nom de Terry Stotts sur le graphique qu'on voit qui sort. Et après, ils vont plutôt partir sur des assistants coach, notamment l'assistant en chef de Quinn Snyder, Alex Jensen, qui a été au Jazz depuis des années. Il y a Johnny Bryan qui est assistant à New York avec Evan Fournier, qui a été longtemps assistant à Utah et qui a une très bonne relation avec Donovan Mitchell. Et puis après, il y a d'autres assistants peut-être qu'on connaît peut-être un peu moins, comme Adrian Griffin à Toronto qui a roulé sa bosse, Kevin Young à Phoenix, Charles Lee à Milwaukee, Will Hardy qui est en finale NBA avec Boston. Donc à voir, ils vont prendre leur temps et je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Et la première pour moi, c'est de savoir est-ce que Donovan Mitchell veut rester parce qu'il lui donne clairement les clés de la franchise. Ils ont fait ce choix, je pense, entre lui et Rudy. Et je pense que si Donovan Mitchell dit écoutez les gars, moi j'ai pas envie de rester, je demande à être tradé, ça ouvre la porte à Rudy pour rester à Utah, mais je pense que si
Donovan Mitchell reste, à mon avis. J'ai du mal à voir Rudy avec le même maillot la saison prochaine. Bon, c'est un débat intéressant, une discussion intéressante. Je suis pas sûr que Donovan soit consulté avant Rudy pour les choix justement de rester ou partir. C'est mon sentiment. Hein. Mais on essaiera d'en discuter quand il y aura de l'actu autour de ces deux-là. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, et on leur souhaite. On va avancer et rejoindre Emric qui nous attend du côté de Brooklyn dans la chronique fraîche. Pardon, let's go. À Brooklyn, c'est Bushwick Party. On a un homme qui s'appelle Emric Parker qui déambule un petit peu dans les rues et qui prend des images, qui fait des sujets pour nous. Et puis ensuite, on essaie d'en discuter. C'est souvent lié à la culture street, basket. Quand on parle de New York ou de Brooklyn, hein, c'est forcément lié à tous ces éléments-là. Je te propose, Laou, de regarder ce sujet et puis on en parle ensemble. Cool. Go. La chronique fraîche en mode peinture fraîche aujourd'hui. Je suis à Bushwick à Brooklyn et c'est la block party du Bushwick Collective. La block party, c'est chaque année où on va repeindre les murs du quartier avec des super couleurs, le street art dans toute son ampleur. C'est parti. Bushwick il y a 11 ans, rien du tout ici, pas de street art, seulement des métallurgies, des cimenteries. Et depuis 11 ans, eh bien, les murs sont ouverts à la création graphique. Eh bien, c'est grâce à un homme, Joseph Ficalora, qui lui a une métallurgie ici dans le quartier. Il n'est pas street artiste à la base, juste déprimé. Et quand sa mère décède, eh bien, il ouvre les portes de son business, ou plutôt les murs, à tous ces street artistes new-yorkais. Et il va changer le quartier à jamais. Et les artistes, chaque année dans cette block party, reviennent pour repeindre les murs du quartier. Ça tourne, un tiers des pièces de ces œuvres d'art, puisqu'il y en a 400 ici dans tout le quartier, vont changer chaque année. Et c'est pour ça que cet art éphémère est si populaire ici à New York et dans le monde entier, parce que ça donne vraiment un reflet de la réalité, une métaphore de la vie. Chaque chose éphémère n'est pas fait forcément pour durer, et c'est ça qu'on va chercher à Bushwick. Block party, ça veut dire aussi DJ, ça veut dire aussi hommage à la rue, à ceux qui sont tombés, beaucoup de bruit, mais une ambiance vraiment cool. I run the whole shit, you just an intern. I'm the king of New York, you Lawrence Fishburne. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. This is who is doing the work. Come on, doing the work. Give it up for my man, right? Bon, t'as compris, t'étais pas au rayon surgelé. Ici, tout était frais, directement livré dans ton salon. Suis-nous sur les réseaux sociaux, Sport en France, Hype, Fresh Air, tu sais où c'est. Les reportages d'Emric, on a reconnu les sons de KRS-One, ça remonte un petit peu, le temps passe. Je me tourne vers là où l'ambiance un petit peu New York, Brooklyn, l'art, la culture, la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui te hype, dans lequel tu aurais voulu évoluer? Hype. Évoluer, non, mais hype. Hype, vraiment? Ouais, hype. Pourquoi? Ah là, ça m'a fait kiffer. C'est vrai? Les 2 minutes, là, on t'a vu bouger la tête. Non, j'ai kiffé, j'aime bien. J'ai déjà visité New York une fois. Ouais. Et c'est vraiment une ville magnifique. Les States, en général, c'est magnifique. Et non, hype. Franchement, on est cordé avec tout ça. Quelle ville dans laquelle tu as joué la plus hype, qui peut-être t'a amené un peu, justement, sur le plan un peu social, un peu d'équilibre? Ouais. Évreux, Le Mans, Paris? Nanterre. Nanterre? Ouais, Nanterre. Ok. Nanterre, parce que j'étais vraiment bien là-bas et c'est vraiment une ville qui me ressemble. Il y a beaucoup de choses. J'ai fait des choses aussi dans le quartier de Nanterre. Moi, je suis ici d'Orly, mais voilà, de faire des choses avec les jeunes de Nanterre m'a beaucoup plu. Et ouais, Nanterre, j'étais vraiment bien là-bas. Bon, eh ben, on va pas aller à Nanterre, là, on va retourner en NBA. On va parler d'un sujet très très important. On va parler de Legacy dans le débat de la semaine. Let's go.
Gros débat cette semaine, c'est annoncé. On a un gros casting pour pouvoir parler un petit peu legacy, hein, toutes ces discussions un petit peu éternelles du meilleur joueur de l'histoire, celui qui a révolutionné un petit peu le jeu. Il y a plusieurs époques. On va essayer de prendre un peu de hauteur et de perspective. Je vois là où déjà un petit peu sourire, parce que je pense que les arguments sont aiguisés. J'ai pas d'argument. Il n'a pas d'argument. il va en trouver quand même, c'est sûr. Je voudrais qu'on se pose un peu cette question de savoir clairement quel profil de joueur a révolutionné la NBA. Voilà, question large, on essaiera de recentrer peut-être un petit peu plus, parce que je sais qu'on peut aussi voir le plan marketing, plan du jeu, plan de l'influence aussi, plan de l'impact par rapport à une carrière réussie, des titres ou pas, sur le plan individuel, collectif, il y a énormément de choses à dire. On va prendre le temps aujourd'hui d'en parler. Avant de se lancer, d'aller sur vos avis, je vous propose d'écouter nos confrères américains qui, chaque semaine, reviennent sur ce sujet, et notamment un homme qui s'appelle Stephen A. Smith, dans son émission ESPN First Take. Michael Jordan is responsible as much as anybody for changing the game for the worse. But he was so phenomenal that the NBA marketed the individual and the game became a bit more individualized because people wanted to be like Mike. Bon, on fait exprès de quand même poser le contexte avec des phrases un petit peu choc. Ça n'avait pas plu à Kevin Durant, hein, cette phrase. Il avait répondu notamment sur Twitter. On peut vous montrer déjà le point. Et puis après, on en discute ensemble. Ma théorie est que des gars comme Steve, donc Stephen A. Smith, Skip et Shannon ont changé le jeu pour le pire. Des joueurs comme Stephen et Michael ne peuvent que faire avancer le jeu. Voilà, donc ça, c'est la réponse de Kevin Durant à cette phrase de Stephen A. Smith. Dernier point, et après je vous lance, c'est promis. Ça concerne LeBron James. On se rappelle de la victoire de LeBron James en 2016 face aux Warriors, la remontada, comme on dit. Et LeBron James s'était fendu d'un commentaire sur lui-même et sur le fait qu'il soit l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Je vous propose de nous remettre dans le contexte, et après on y va. At that moment, I was like, I'm the greatest basketball player people have ever seen. In all facets, like, you know, I could play the 1 through 5. I can guard 1 through 5. I just felt like ain't nobody better than me at this. Bon, voilà, ça c'était les propos de LeBron James. C'est bon, vous êtes chaud, prêt, je vous ai donné un petit peu de quoi manger. On fait un petit tour de table. Quand on parle de profil de joueur, je pense que vous avez déjà des noms en tête. On va peut-être faire ce tour, vous me donnez un nom et après vous argumentez, ok? On commence par là où? Honneur aux femmes, non? Honneur aux femmes, allez. Allez, honneur aux femmes. Déjà. Un nom seulement, et après on développe. Hein. Non, mais après on développe. Mais je voulais juste un petit parenthèse, parce que moi, chaque fois, ça m'a touché par rapport au propos de LeBron par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que pour les finales, ok, il est champion, mais si on devait donner, c'est une parenthèse. Hein. Vas-y. Kyrie Irving a fait le boulot, parce que quand monsieur s'est blessé, je suis désolé à tous les fans de LeBron, mais quand il s'est blessé, la personne qui a tenu le bateau, qui a fait en sorte que monsieur King James puisse avoir entre guillemets le titre, c'est Kyrie Irving, qui a fait un boulot incroyable. Il tient la maison. Et après, par rapport à mon joueur... Voilà, ton joueur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, je sais pas mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On a une grosse discussion. Ton joueur. Mon joueur, je dirais celui qui révolutionne le jeu. Alors, je donne deux noms, Julius Erving, mais je dirais Magic Johnson. Magic Johnson, ok. Raphaël. Vous voulez un nom pur alors, quand même? Ah non. Ah, parce qu'il y en a plein des noms. Moi, j'ai des étapes. Allez, donne-moi-en quelques-uns et après on essaiera d'élaguer. Moi, j'ai envie de dire ce que personne dira, Kevin Garnett. Kevin Garnett. J'expliquerai pourquoi. Ok, l'intérieur de Minnesota, drafté à Minnesota et grosse carrière, champion avec... Vrai gars, moi quand j'étais petit, il m'a fait kiffer aussi. On va écouter d'abord nos amis en Skype et ensuite on reviendra. Antoine. Moi, je vais pas donner un nom, je vais juste mettre le t-shirt. J'avais pas fait exprès, mais bon. Oh, ok, je pense qu'on a tous compris. MJ, beau t-shirt, hein, bravo. Bravo. T'es pas d'accord? Non, Melvin. Moi, je suis d'accord. Et Mélissa, pardon. Melvin d'abord et ensuite tu vas pouvoir nous dire. Ça va être compliqué aujourd'hui. J'ai bien aimé ce qu'a dit Mélissa sur LeBron. Il faut aussi se rappeler qu'être le meilleur joueur de l'histoire, ça ne veut pas forcément dire être le joueur qui a le plus révolutionné le jeu. Pour moi, c'est deux débats. Pour mon nom, j'allais dire Michael, mais du coup, je vais dire Steph Curry. Là où? Moi, t'as déjà vu mon soutien? Mon soutien, il a levé le t-shirt, moi, c'est Jordan. Jordan? Ah, Jordan. Ok, garde la main alors. Il nous faut les arguments. Révolutionner la NBA. Hein. Jordan.
Moi, c'est Jordan. Marketing, quoi, le palmarès, le jeu, l'influence. Marketing, il a révolutionné le game. Okay. Même si après, voilà, il y a d'autres débats. Okay. Mais dans le jeu, il a révolutionné le game. Okay. Moi, je vais être polémique tout de suite alors. Pourquoi? Où est l'héritage de Jordan aujourd'hui? Qui joue comme Jordan aujourd'hui? Personne ne peut jouer comme Jordan. La personne qui essaie de le copier au max, à son âme. Il y a eu Kobe. Ok. Kobe, c'est l'héritage. Ok. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais c'est l'héritage. La génération derrière, juste derrière. C'est vrai que la mode, à l'époque, après post-Jordan, c'était un arrière qui va être un Vince Carter, etc. Un Jerry Stackhouse, tous les mecs qui sortaient de North Carolina. Est-ce qu'il change la ligue par le jeu, par son influence ou par ses 6 titres en finale NBA? Jordan, il révolutionne le jeu par rapport à le basket dans son ensemble, par rapport à tout, parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2022, on veut jouer comme Jordan. Moi, je vais expliquer mon choix, parce qu'après, s'il faut... Oui, Jordan est le game changer de la NBA. Okay. Aujourd'hui, nos sous-vêtements, c'est Jordan, l'équipe du PSG, c'est Jordan. J'ai envie de dire, Jordan, il va exister après nous, il est partout. Il a impacté le jeu mentalement, il a impacté le jeu techniquement, il a impacté le jeu tactiquement. Okay. J'ai envie de dire, tu es obligé de t'adapter par rapport à Jordan, tu changes tout. On fait réagir Antoine qui avait le même avis que Laou Konaté sur Jordan. Comme ça, on reste un petit peu sur Jordan et ensuite on ira sur d'autres profils. Antoine, est-ce que tu confirmes un peu les arguments sortis ici en plateau? Est-ce que tu peux même en donner d'autres? Oui, clairement, c'est un joueur qui arrive, qui, par sa brillance individuelle, arrive à dominer le jeu, à prendre le jeu à son compte. On a parlé de Kobe, qui était effectivement l'héritier. On voit que Jason Tatum, non seulement fait hommage beaucoup à Kobe, mais a aussi fait hommage à Michael Jordan, puisque quand il est arrivé avant le match 2, il avait les 2 joueurs de chaque côté de son blouson en arrivant à la salle. Clairement, on peut continuer de jouer comme Michael Jordan. Ça reste même souvent ce qui est défini comme le jeu NBA. C'est prendre le jeu à son compte, c'est savoir dominer en 1 contre 1, c'est savoir vouloir vraiment tuer un match à la toute fin du chrono. C'est Jordan et ça reste une influence énorme sur le jeu, même s'il a évolué derrière. On pourra parler de LeBron qui a amené le jeu sans position, on pourra parler de Stephen Curry qui a amené le jeu avec beaucoup plus de 3 points et de beaucoup plus loin. Mais l'ADN de Jordan est toujours présent dans la NBA d'aujourd'hui. Déclaration de Jordan d'ailleurs sur son propre héritage. Tout le monde veut me remercier d'avoir changé la NBA, mais lorsque Magic Johnson est arrivé, c'est là que le jeu a changé. Donc je me tourne vers Mélissa qui n'attendait que ça pour justifier justement de Magic Johnson comme le game changer. Il est le game changer parce qu'à la base, si on prend l'origine de la NBA, on est obligé de parler, la NBA c'est un show. C'est à la base, c'est pour ça. Tu crées un show et si on prend le show, on est obligé de penser au showman qui représente aujourd'hui, si on parle de showman, on parle de Magic Johnson. Magic, quand il arrive dans la NBA, la transition, les passes qu'il va te faire, la vision de jeu qu'il a, et il est capable aussi de scorer derrière. Magic, oui, il est le game changer dans ce qu'on attend dans un show. Alors, il révolutionne le poste de jeu aussi, parce qu'il est fait. Bien évidemment, c'est un grand meneur, c'est quelqu'un il fait des choses incroyables. C'est-à-dire que la vision qu'il a, comment il va servir les hommes autour de lui, comment il va, entre guillemets, faire briller les autres tout autour de lui, tout en sachant briller lui-même personnellement, il est le game changer. Et quand on parle de showtime, de showman, alors bien évidemment, il y a des joueurs avant lui qui ont fait ça, mais c'était pas pareil. Magic Johnson, il est pour moi, entre guillemets, un vrai game changer. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il manque l'influence sur sa génération et les générations d'après. Je parle pas de titre, hein. Je ne parle pas de titre. Il y a des titres, il y a 5 titres pour Magic. Il faut regarder, attention. Mais l'influence pour sa génération et celle d'après, ça me manque. Non, la génération, non. La génération d'après, si tu parles des Jordan, il a beaucoup d'admiration pour Magic Johnson. Kobe a beaucoup de respect pour Magic Johnson. Mais Magic, l'influence qu'il a sur ses pairs et sur la génération. Il a amené des LeBron James, justement, qui est meneur de jeu de 2 mètres. Il a amené un Penny Hardaway qui est venu derrière, qui était pareil, un meneur de 2 mètres. C'est vrai qu'il a cette influence sur le jeu qui fait qu'on a voulu se modeler après lui. À l'époque, les meneurs de jeu, c'était John Stockton, c'était le petit gars qui fait 28 passes, etc. Magic a amené cette dimension showtime. Il a amené cet extra sportif aussi, parce que c'était le premier show business, Hollywood, etc. Le premier à avoir un contrat, il me semble, c'était 10 ans à l'époque. Il a signé un contrat qui était un pont d'or pour l'époque. Donc non, il a révolutionné le jeu et il a inspiré des générations de joueurs, à mon sens. Ah non, énormément. Melvin, toi qui maîtrises parfaitement comme nous tous ici un petit peu l'histoire de la NBA, est-ce qu'on peut citer des Larry Bird dans cette question, des Will Chamberlain, des Bill Russell, des Dr. J, donc Julius Erving? Est-ce qu'on peut aussi aller jusque-là dans une NBA qui était sur le plan marketing et de l'image tout autre, hein. Les images pour voir ces joueurs-là étaient compliquées à obtenir à l'époque, hein.
Oui, bien sûr. Juste, moi, je voulais juste donner une idée par rapport à Magic Jordan. Pour moi, j'ai Magic dans ma shortlist, mais je le mets pas au niveau de Michael parce que Michael, un point qui n'a pas été mentionné, c'est qu'il a changé la façon dont tu construis une équipe NBA. C'est-à-dire que jusque-là, c'était tu construis ton équipe autour d'un big man. Même à l'époque de Magic, il y avait quand même Kareem Abdul-Jabbar qui était le maillon central de cette équipe de Los Angeles. Avec Michael, c'était la première fois où tu construis cette équipe aux côtés avec un arrière comme étant ton joueur majeur. Et ça, je pense que ça a été énorme et ça continue aujourd'hui. Au niveau de l'histoire, oui, tu l'as dit, que ce soit Will Chamberlain, on oublie, mais la NBA a dû changer plein de règles parce que il était trop fort, il était trop grand pour essayer de limiter son impact sur le game. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, pareil, c'est des joueurs qui ont eu un impact énorme. Kareem Abdul-Jabbar, je crois d'ailleurs en NCAA, ils avaient interdit le dunk parce que c'était trop facile pour lui. Et c'est un peu comme ça qu'il a aussi développé du coup son skyhook. Tu disais Bird également, oui, parce que c'est un gars qui avait pas de qualité physique, mais qui avait un shoot, une intelligence de jeu exceptionnelle. Et cette rivalité avec Magic, c'est ça vraiment qui a permis un peu de sauver la NBA. La NBA, avant ces deux joueurs-là, elle allait tout droit jusqu'à la catastrophe. Donc c'est vrai qu'ils ont changé le jeu aussi. Alors le palmarès de Bird venait de s'afficher, 3 fois champion, 12 fois All-Star, 10 fois All-NBA, 3 fois MVP, 3 fois du concours de tir à 3 points. C'est beaucoup. On vous présente aussi Kareem Abdul-Jabbar, ancien Lew Alcindor, 6 fois champion NBA, 19 fois All-Star, 15 fois All-NBA Team, 6 fois MVP et 2 fois meilleur marqueur de la saison. Voilà pour ces joueurs que vous découvrez peut-être un peu, en tout cas au niveau des palmarès. Moi je voudrais qu'on revienne sur Jordan. Jordan est assez modeste quand il parle de son héritage, par contre d'autres continuent de l'encenser. Mitch Richmond, qui a joué à peu près dans la même période que Michael Jordan, s'est exprimé au sujet de sa majesté. Je vous propose d'écouter. Do you consider MJ the GOAT? Of course. Absolutely. Of course, yeah. I mean, I went up against him each and every night. Right. You know what I mean? So. And then you played with Kobe at the Lakers. I played with Kobe, and Kobe was. I mean, he's in that level, no question about it. But Mike changed the game in so many other ways, not only on the court but off the court. You know, and then guys all of a sudden started doing endorsements. You know, getting checks from not just playing basketball. He just opened the door for a lot of things. Jordan, qui a martyrisé beaucoup de ses adversaires quand même sur le terrain, arrive quand même à avoir le soutien de ses pairs quand il s'agit de parler de la carrière et de l'influence qu'il a eue. Il y a Kobe aussi qui est mentionné, un petit peu comme son fils. Allons sur le contemporain, Steph Curry, qui fait que les gamins partout dans le monde shootent du milieu de terrain en pensant qu'ils vont marquer des tirs à 3 points. Qu'est-ce qu'on peut penser là-haut de Steph Curry? Toi, tu as maintenant une bonne dizaine d'années de carrière, tu vois un peu le jeu évoluer. Est-ce que Steph va sur des manières d'appréhender le jeu qu'on n'a jamais vues encore? Oui, bien sûr. La façon dont il shoot, c'est incroyable. Il peut shooter du parking et le mettre. Mais ouais, c'est vrai qu'il a aussi changé le jeu à sa façon. Mais voilà, pour moi, ça reste Jordan. Ça reste Jordan. Jordan. On ne peut pas te faire changer d'avis. Ouais, impossible. Ok. Le shooter, Raphaël Desroses. C'est vrai que pour moi, alors, pour reprendre la chronologie du truc, c'est vrai que c'est des étapes. Oui. Magic, ça a été une étape avec sa dualité avec Larry Bird, première étape. Deuxième, Jordan. Là, en plus, qui arrive aussi au bon moment, parce qu'on ne le dit pas aussi, mais c'est aussi au moment de la mondialisation. Donc, il a pu être exposé d'une manière qu'ont pas pu être les autres avant lui. Mais bon, nouvelle étape. Après, bon, Garnett, je développerai tout à l'heure si on a le temps. Mais voilà, c'est pour moi, c'est développe maintenant. Parce que maintenant, j'y vais. Non, parce que voilà. Pas que ça depuis tout à l'heure. C'est parce que moi, je vois l'impact sur les joueurs. Et moi, ma génération, je tombe pile poil dedans. À l'époque, 2 intérieurs, c'était un à la raquette, un au poste haut, c'était fini. Kevin Garnett, moi, j'ai vu des intérieurs commencer à avoir dribbler entre les jambes, s'écarter. Pour moi, il a changé de jeu. Prendre des tirs à 3 points. Des tirs à 3 points, etc. Premier joueur à 100 millions. Ça aussi, c'est une étape. Maintenant, extra-sportif, c'est pas l'impact qu'a un Jordan. Mais c'est une étape dans le basket parce qu'il a changé la façon de jouer de génération de joueurs. Et puis après, on peut parler de Shaq aussi, mais Shaq, le problème, c'est qu'on peut pas mimer un Shaq. Shaq, c'est presque 200 kilos, à part si tu nais dans un tracteur avec 150 kilos de viande, c'est compliqué. Et après, Steph Curry, pour moi, c'est pareil. C'est un joueur qui a impacté le jeu d'une façon.
on peut se retrouver en lui. C'est-à-dire que moi, si demain je fais 1m85, 90, je peux être le prochain Steph Curry. Moi, j'ai été à des colloques d'entraîneurs, parce que je fais la formation, etc., des grands entraîneurs qui disent qu'à cause de joueurs comme lui, maintenant, la défense, c'est demi-terrain. Avant, on attendait à 3 points tranquille, on va prendre un pick and roll ici. Non, maintenant, son pick and roll, il commence à mi-distance. Il ouvre des dimensions tactiques différentes. C'est ça. Donc maintenant, le les jeu, coachs réfléchissent différemment quand on a des joueurs comme ça. Il a changé le jeu stratégiquement, au-delà des joueurs. Steph Curry, que tu côtoies, Melvin, ouais, je te donne la main. On peut peut-être aller sur une déclat d'ailleurs de son coach actuel, Steve Kerr. En parlant de Steph Curry, il a changé ma compréhension de ce qu'était un bon tir et de ce qui ne l'était pas. Les premiers mois où je l'ai coaché, la moitié des tirs qu'il prenait, je pouvais entendre les voix de mes anciens coachs résonner dans ma tête en me disant c'est un mauvais tir, mais ça rentrait tout le temps. Voilà, donc clairement, il pousse les coachs à s'adapter, Steph Curry. Melvin, toi qui côtoies ça, warm-up et bien sûr en match, en quoi cet homme repousse les limites de l'entendement? Il repousse les limites de l'entendement. Moi, comme je le dis, ça fait 10 ans que je le suis. Et même quand je vois ce qu'il est en train de faire à la défense de Boston, on parle de la façon dont tu dois défendre. Il commence des pick and roll carrément au milieu du terrain. Et si tu n'es pas au niveau de l'écran, il tire à 10 mètres et c'est ficelle derrière. Donc ça, déjà, rien que ça. Et pour moi, c'est quand on parle de qui a révolutionné le jeu, j'essaie justement parce qu'on peut citer plein de joueurs. Mais des joueurs qui ont vraiment révolutionné le jeu, pour moi, il y a 2 critères. Un, c'est que tu as changé la géométrie du jeu. Et 2, tu as poussé les limites de notre vision du basket. Et donc, pour moi, tu as Wilt, tu as MJ, comme on en a beaucoup parlé, et tu as Steph. Parce que Steph, tu es obligé... les défenses sont tellement écartées grâce à son adresse. Et maintenant, tout le monde veut tirer beaucoup plus de tirs à 3 points. Tout le monde veut imiter Steph Curry. Alors, il y a quelques joueurs qui peuvent le faire. Je pense notamment à Damian Lillard, à Trae Young. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus comme lui, et du coup ça a complètement changé la philosophie du jeu en NBA, parce que les défenses ne peuvent plus défendre comme avant, et rien que sa présence sur le terrain, on l'a vu par exemple dans le premier quart-temps du match 2, où il fait juste une coupe, et rien que la menace qu'il présente même sans ballon, il y a 2 joueurs qui vont avec lui parce qu'ils ont peur de son tir, et du coup ça donne un petit lay-up tranquille à Kevin Looney derrière, donc il a vraiment complètement changé le jeu. Pour moi, la façon de voir le basket et de voir comment on peut jouer et défendre le basket en NBA. Ok, le focus des finales NBA, on va se le faire là, dans quelques minutes. Si j'ai bien compris, tes derniers mots, Wilt, Jordan, Steph, là où Jordan, je te relance pas là-dessus. Jordan. Magic. Pour Mélissa? Jordan, moi j'ai Jordan. Jordan. Non, Jordan est magique. Non mais attendez, parce qu'on va me tomber dessus. J'ai tous mes confrères. Non, j'ai tous mes confrères qui vont tomber dessus. Pour moi, Jordan c'est The GOAT, d'accord? Jordan il reste, mais après je veux pas négliger le fait que Magic est un showman. On t'en donne 2. Non. Raphaël? Moi c'est pas, il y a plusieurs étapes. J'ai dit Garden pour le démarquer. C'est vrai que Magic, Jordan. Voilà. Non, on va changer. Tu vas faire 3. 3, allez. Magic, Jordan, Steph Curry. Parce que c'est vraiment des angles vraiment différents. Donc on voit qu'en choisir un est très compliqué. On en a fini dans ce débat. On sait que les discussions sont éternelles et que les choix sont difficilement captables. On avance, on a un focus, il faut qu'on parle des finales NBA ensemble. Let's go. Bon, on est en finale NBA, d'habitude on part toujours sur nos pronostics, soit en mixé, soit éventuellement avec une petite affiche, mais on est un peu tôt dans la saison, donc on va peut-être pas repartir dessus. On va, pour se lancer avant dans le focus, se remettre un petit peu dans l'ambiance justement des finales NBA. On a Melvin qui a la chance d'assister, qui a eu la chance d'ailleurs d'assister aux 2 premiers matchs du côté de San Francisco. On va se mettre un petit peu dans la peau de Melvin, donc ambiance Media Day plus Game 1 dans les travées du Chase Center. Vous verrez, c'est quasiment un centre commercial d'ailleurs tout ça. Salut, c'est Melvin Carsanti en direct du Chase Center. Dans quelques minutes, on va avoir droit au Media Day des finales NBA. Le Chase Center est derrière moi. C'est pas encore prêt, mais on y est presque. On a le petit trône des Splash Brothers. And here we go. Nous sommes dans les entrailles du Chase Center qui sont aux couleurs, comme vous voyez, des NBA Finals avec le logo. L'entraînement, l'accès à l'entraînement des Celtics vient de se terminer. Et vous voyez, les médias du monde entier sont là et commencent à travailler. On est juste à côté du vestiaire des Celtics. Vous avez ici, là où les Celtics vont venir pour leur interview.
la salle de conférence avec Yellow Zone, Green Zone, ce sont les différentes Blue Zones, les différentes zones d'accès pour les médias, pour les gens qui travaillent au Chase Center. Et voilà, un rendez-vous pour le Game 1. Nous sommes à quelques heures du premier match de la finale NBA. J'arrive sur le parvis du Chase Center pour vous donner un petit parfum de ces finales. Let's go! Bienvenue dans les entrailles du Chase Center. Nous sommes 40 minutes avant le Game 1 de ces finales NBA et on va vous faire visiter le Chase Center et vous donner un peu l'ambiance avant le début de ces finales. C'est parti! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Dans l'ambiance des finales NBA by Melvin Kersanti, big up aux lunettes de Melvin, hein, elles étaient pas mal. J'ai beaucoup aimé Melvin. Allons tout de suite sur le focus, on a beaucoup de choses à dire. Un partout dans la série, premier match remporté aux Warriors par les Celtics de Boston, 120-108 et égalisation, donc un partout, je le disais, et une victoire donc des Warriors 107-88 dans un match plutôt maîtrisé. Voilà un petit peu pour les cartons. On revient tout de suite sur le match 1. On va le faire un petit peu comme on l'avait fait par rapport à nos previews des finales NBA. On va se focaliser sur les performances des coachs, sur les performances des stars identifiées. Il y en a peut-être d'autres justement qui ont performé. C'est là que je veux vous écouter, messieurs, dames. Et puis on fera aussi un point sur la performance du 5 de départ et bien sûr du banc mélangé. On donne la main peut-être à Raphaël pour commencer. Un partout dans la série. Ime Udoka, on a dit que première expérience de coach, première finale NBA. On le sentait peut-être, on le disait peut-être un peu moins expérimenté. Comment tu l'as trouvé sur ces deux matchs? Lui, je pense qu'il a fait plus ou moins le boulot, même si après, je vais voir combien de temps il a forcé avec deux grands. Parce que je trouve que défensivement, ça les a parfois pénalisés. On a vu, par exemple, au match 2 et même au match 1, le coup de chaud de Steph Curry, souvent, c'est parce qu'on ne monte pas assez haut sur les écrans. Alors qu'en switchant, finalement, ça résout un peu ces problèmes-là. Deuxième match, pareil, le moment de bascule. On a Daniel Theis à un moment donné qui est trop bas sur pick and roll. Hop, 3 points. Donc, je vais voir comment il va s'adapter. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il fait le boulot. C'est pas directement là-dessus que ça s'est joué. Ce qui m'inquiétait un peu sur Steph Curry, c'est que dans un match serré, on l'a vu au match 1, il a du mal à maintenir l'effort, j'ai envie de dire. Parce qu'une fois qu'il est tenu de près et qu'on s'adapte comme il faut, c'est compliqué. Et ce qui m'inquiète du côté des Celtics, c'est que pour moi, il y a une forme de relâchement. C'est-à-dire qu'ils font un très bon début de deuxième match. Et je pense qu'ils sentent un peu arriver. Et derrière, ça se voit au niveau des choix en attaque. Ça prend des shoots un peu moins intelligents, j'ai envie de dire. Ça défend un peu moins dur. On a dit utiliser armement défensif sur 2-3 choix de pick and roll, etc. Et on voit que l'expérience des Warriors dont je parlais, c'est pour ça que je les vois en 7 matchs, c'est que on redonne une petite goutte de sang, les mecs, c'est parti. C'est parti, la machine s'est mise en route. Et derrière, c'est dur de rattraper. Premier match, ils ont eu une adresse insolente à 3 points derrière carton, mais c'est pas quelque chose qu'on peut soutenir tout le temps. Ce qui me rassure avec les Celtics, c'est leur défense quand ils s'y mettent vraiment. C'est qu'avec des mecs comme Tatum ou Brown, parce que pareil, je pense que les fautes de Brown en début de deuxième match pénalisent grandement l'équipe, parce que pour moi, c'est la différence avec les Warriors, c'est que le lieutenant côté Boston Celtics est beaucoup plus solide. Ouais. C'est des joueurs qui peuvent et agresser et shooter, alors que les Warriors dépendent quand même vachement du collectif. Et au niveau du lieutenant... Parce que c'est pas une chance de dépendre un peu plus du collectif quand les joueurs vont t'apporter plus régulièrement de la production, là où côté Celtics, tu as un joueur qui doit performer, voire 2, 3, et puis après, c'est un peu limité. Si, j'ai envie de dire oui, mais quand la défense est au rendez-vous, et comme je vois deux grosses défenses, au bout d'un moment, la NBA, c'est un tel niveau que quand les deux défenses sont au top, ce qui fait la différence, c'est souvent le joueur qui peut tout faire, entre guillemets, sur le terrain. Et je trouve que Boston a ce joueur-là, mais le manque d'expérience fait que je bascule quand même encore du côté des Warriors. Mais je vois quand même une partie serrée.
Là où, qu'est-ce qui fait la bascule entre le match 1 et 2 on a vu les stars, Steph Curry et Draymond Green, dire bon, le match 2, ça va pas se passer comme ça, on va se mettre au niveau. Est-ce que c'est l'intensité ou est-ce que c'est la dimension un peu tactique, les réglages qui font que ça y est, ils se sont adaptés? Je pense qu'ils sont bien adaptés. On a pu le voir en deuxième période où voilà, la défense était vraiment mise en place. Voilà, il y a eu beaucoup de pertes de balles du côté de Boston qui ont fait que ça s'est payé cash derrière. On voit quand Curry prend un coup de chaud, voilà, c'est intenable. Intenable. Et non, après, ils ont bien maîtrisé le sujet. Dès qu'ils ont fait l'écart, pour Boston, c'était compliqué de revenir. On a vu qu'au premier match, ils avaient fait une remontada un peu Boston, mais là, c'était impossible. Ouais. Je pense qu'ils étaient vraiment déterminés et ils savaient voilà, où ils avaient pêché le premier match. Mais juste rebondir. Vas-y. Après, parce que je parle trop, donc après... Et ensuite, ce sera Melvin. Les pertes de balles, c'est très important ce qu'il a dit, parce que on parle du collectif des Warriors. Pour moi, Boston a montré qu'il pouvait défendre ce collectif lors du match 1. Et par contre, pour moi, c'est Boston qui a pu se tirer des balles dans le pied avec ses pertes de balles, parce qu'en jeu de transition, par contre, les Warriors, après, c'est intenable. Et c'est ce qui a fait. Mais vous, les anciens pros ou les pros encore, quand on défend fort, est-ce qu'on laisse pas aussi un peu de gomme et la lucidité pour jouer en attaque est un peu différente? Ouais, mais ils ont les cannes pour ça. Ils sont jeunes. Je suis pas trop d'accord dans le sens de dire que, attention, Boston fait un hold-up parce que c'est pas parce qu'ils étaient trop forts et que derrière ils vont arracher le match. Je reste persuadé que c'est parce que les Golden State, à un moment donné, ils se sont relâchés. Ils se sont relâchés, donc ça a donné place entre guillemets à un espoir et ils sont revenus par rapport à ça. Relâchés parce que physiquement plongés ou parce que... Non, ça n'a rien à voir avec le physique. Attendez, on parle de joueurs qui... on parle de quand même... Oui, l'élite de l'élite. On va pas parler de fatigue aujourd'hui, ils sont prêts. C'est des joueurs qui sont habitués à ça, ils sont entraînés pour ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler du fatigue, surtout pas au premier match. Moi, je pense qu'ils relâchent. Le deuxième match, ça a été, les pertes de balles sont dues à l'intensité agressive des Warriors. Des deux. Les deux parties, c'est vrai. Mais entre guillemets, tu peux voir le niveau. Il y a un niveau dessus entre les. Et quand les Warriors se mettent vraiment à jouer, ils arrivent déterminés, ils lâchent rien. Quand Steph Curry va s'asseoir au 4e quart-temps, c'est bien parce que entre guillemets, le match est plié. Allons voir Melvin parce que Melvin a eu la chance de. Moi là-bas à Boston. Melvin a eu la chance de voir les deux matchs. Sur l'intensité, justement, Melvin, bien sûr, les adaptations tactiques, mais moi, j'ai entendu un peu le confrère américain dire que les Warriors étaient fatigués très tôt dans le premier match. Là, ils se sont adaptés clairement dans le deuxième. Moi, je ne les ai pas sentis fatigués non plus. Toi, sur l'intensité, sur ce que tu as vu un peu, comment tu as senti les deux équipes? Ouais, alors je suis d'accord avec toi et je pense pas que les Warriors étaient fatigués du tout. L'intensité, honnêtement, ça a été, mais c'était exceptionnel. Il n'y a pas eu de round d'observation comme il peut y avoir des fois sur les matchs 1. Les deux équipes sont rentrées dans cette finale, mais pied au plancher. Même le Chase Center, qui continue un peu d'essayer de trouver son identité pendant les playoffs, ça a été le feu lors de ces deux premiers matchs. Pour moi, au niveau stratégique, pour moi, il y a eu deux erreurs pour les Warriors dans le Game 1. Le premier a été au niveau stratégique, c'est-à-dire avoir Draymond Green sur Al Horford. On sait que Draymond Green aime venir aider. Et par exemple, contre Dallas, ils ne l'ont pas mis sur Maxi Kleber, qui est aussi un intérieur shooter. Ils l'avaient mis sur Jalen Brunson, qui joue en 1 contre 1. Et je pense que c'est ça qui a permis un peu à Horford d'être en réussite, parce que Green est venu aider un peu trop loin souvent, et c'est lui ouvert des tirs à 3 points. Et puis après, je pense qu'ils le perdent le match 1 sur les 3 premières minutes du dernier quart-temps, où Steph Curry est sur le banc pour souffler un tout petit peu. Et là, on a Jordan Poole et Klay Thompson qui forcent. Il y a 5 possessions vides et ça change complètement le momentum de ce match. Et après, Boston décolle et c'était fini. Dans le match 2, on a vu un Draymond Green qui a donné le ton d'entrée de jeu sur la première possession. Si vous avez vu le match, il est très très haut sur Horford. Il va lui prendre la balle dans les mains. Il provoque un entre-deux et ils font un stop derrière. Et après, ça a été comme ça. Non, mais tout le match, il a été à la limite. J'ai envie de dire du légal ou de l'expulsion, mais tout le monde a suivi derrière. Et puis, juste un mot sur Steph. Il est d'une justesse. On y va justement sur les performances individuelles. Allons-y, tu peux commencer par Steph, justement. Ouais. Alors, Raph disait il a perdu un peu, il n'était pas top dans le 4e quart-temps. Je pense que quand il revient sur le terrain, le mal est déjà fait et c'est un peu trop tard. Mais dans le match 2, je l'ai trouvé absolument exceptionnel. Quand on sait cette défense de Boston, en vrai, c'est exceptionnel. Quand ils sont plus petits, quand ils switchent tout, il n'y a que Steph qui peut faire la différence. Et il le fait avec une justesse. Il sait lire les aides, il ne force pas. Pour moi, ça a été un chef-d'œuvre ce match 2.
Est-ce qu'il n'est pas un peu trop seul, Melvin? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop seul? Ses performances, on vient de voir les chiffres. Est-ce qu'il ne va pas falloir quand même qu'un Klay Thompson devienne régulier? Je te pose pas la question, je la pose à Laou qui a l'air de... C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Franchement, à voir. Est-ce qu'il va pouvoir tenir 6-7 matchs comme ça? Ah, ça va être compliqué. Hein. Okay. Ça va être compliqué, je pense. Il va falloir qu'un Poole ou un Klay Thompson puisse... Bien sûr, faut que... Au niveau des statistiques, puisse être présent, quoi. Ouais, je pense. Ok, allons sur Jason Tatum. Les performances, je pense que c'est l'autre joueur leader identifié du côté des Celtics, même si Al Horford a fait fort au premier match. Voilà, on voit les stats de Tatum, 12 points, 13 passes, 5 rebonds, ça c'est le premier match. Hein. Donc plus playmaker que finisseur. Très maladroit, je crois qu'il y a 3 sur 17 au tir sur ce premier match. Et le deuxième, il redresse un peu plus la barre avec 28 points, ça s'affiche. Ouais, c'est ça, 28 points, 3 passes, 6 rebonds. Antoine, Jason Tatum, que tu vois un peu du côté est des États-Unis, est-ce qu'il a vraiment lancé sa finale NBA ou est-ce qu'on en attend un peu plus? Il n'a pas vraiment pris le jeu à son compte, il n'a pas pris un match à son compte, il n'a pas encore réussi à vraiment peser. On a quand même 2 matchs qui sont passés. Jusque-là, son problème, c'était d'enchaîner les bonnes performances. Là, il vient d'en enchaîner 2 qui sont au mieux pas très bonnes, médiocres, et qu'on a plutôt envie de dire, franchement, pas top. Donc maintenant, il va falloir que vraiment il s'y mette. On pourra parler à un autre moment aussi que ça s'accorde avec Jaylen Brown, mais effectivement, là, il y a pas mal de pression qui commence à peser sur les épaules de Tatum et beaucoup d'attentes, surtout avec ce retour à Boston ce soir, donc pour la décision de l'émission au TD Garden. Allez, un petit mot avec vous tous rapidement, parce que le temps tourne sur le banc, mais on va dire un élément du banc identifié comme Factor X qui pourrait justement apporter quelque chose et puis faire changer la série dans le match 3, 4, 5, voire 6 et 7. Pour toi, Raph? Jordan Poole, moi j'ai envie de dire. Ouais. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Klay Thompson pour moi est encore un peu juste pour être vraiment ce lieutenant. Il aura un match ou 2 où il va performer, mais sur la longueur d'une série, pour moi, ça va être compliqué. Ça pourrait être Wiggins. Et pour moi, Jordan Poole, c'est le mec qui a un peu la tête brûlée, qui n'aura pas peur de prendre des gros shoots. Mais le problème, c'est qu'il a dû prendre un peu de recul sur l'équipe avec le retour de tous les blessés. Ouais. Et on voit qu'il a du mal à trouver sa place. Et aujourd'hui, il est un peu sous-exploité à mon sens. Et du coup, soit il veut venir et briller un peu trop vite, ou soit il fait avec les miettes, comme le dernier match. Au bout d'un moment, il faut qu'il marque du milieu de terrain, etc. pour faire un match performant. Parce que même la série d'avant, face à Dallas, où il est très efficace, à 75% de réussite. C'est les joueurs qui ont besoin de marquer, quoi. C'est ça, peu importe avoir plus de ballons. C'est-à-dire que même la série d'avant, où il tourne finalement à 15, 17 points, enfin je ne sais plus exactement les stats, mais à 75% de réussite, il fait sur un tout petit volume de shoot. Et du coup, sur une finale NBA, au bout d'un moment, c'est compliqué sur 8 shoots de faire basculer un match. Ok. Mélissa, en presque un mot, un Factor X pour toi? Factor X, ça sera. Il y a Poole, mais je dirais ça sera Thompson. Je pense que Klay va. Thompson? Klay Thompson, il est passé. C'est bon. Bah non, J'aimerais, même moi. Il va se réveiller. Je pense qu'il va se réveiller. C'est quand même, il ne faut pas oublier les champions. C'est un champion NBA. C'est un joueur qui est mature. C'est un joueur il a vécu des choses avant, je pense qu'il va se réveiller. C'était un premier match. Il n'était pas bon au premier. Il est peut-être passé aussi encore à côté du deuxième, mais il va se réveiller. C'est un champion. C'est un champion. Est-ce qu'il aura des cas? Melvin, Antoine, votre Factor X en un mot sur ces finales? Pour moi, c'est qui de Jordan Poole ou de Derrick White fait basculer la balance. On l'a vu lors du match 1, Derrick White a été exceptionnel. Même au match 2, il n'est pas adroit, mais il peut créer. Et je pense que ça va être très important pour Boston. Poole, même s'il met 17 points au match 2, je trouve qu'il il se précipite trop, il est trop dans le dribble. Il faut qu'il arrive à simplifier son jeu. Et s'il prend le mid-range comme il l'a fait dans le match 2, je pense que ça peut être pas mal. Bon, roule ma poule, c'est ce qu'on lui souhaite à Jordan, ou poule party comme vous voulez. Antoine, ton Factor X, et on conclura avec toi. Je vais pas forcément prendre un joueur, je vais plutôt dire est-ce que les Celtics arrivent à maturité et vraiment arrivent à apprendre ce que c'est que de jouer sur cette scène-là. Je pense que c'est ça qui va vraiment faire la différence sur l'échéance. Bon, je ne relance pas Laou parce que tu avais l'air d'être d'accord avec Mélissa sur Klay Thompson. J'aimerais. On rappelle que nos deux insiders que vous êtes, messieurs, vous serez du côté de Boston pour les matchs 3 et 4. Donc profitez-en et puis on suivra bien sûr vos escapades sur les réseaux sociaux. Il est temps d'en finir avec cette émission. On a été très très bavard. On rappelle le jeu concours pour pouvoir gagner l'un de ces maillots, Curry ou celui de Paul Pierce des Boston Celtics. Il faut pronostiquer. Voilà, là je suis bien cadré. Il faut pronostiquer
pronostiqué la victoire du Game 3, 4 et 5. Donc ça fait beaucoup. Et être bien sûr abonné au compte et à la chaîne d'ailleurs YouTube de Hype. Et ensuite, vous serez éligible. Et puis on fera un petit tirage au sort qui sera annoncé la semaine prochaine dans la prochaine émission. On remercie Mélissa d'être venue. Merci beaucoup. On remercie Raphaël aussi également. Plaisir. Nos amis des États-Unis, Melvin, la journée commence pour toi. Bon courage. Antoine, à bientôt. On remercie Laou d'être venu. Merci International français. Quelle est la suite de ton été? Peut-être des infos club l'an prochain? Bon, franchement, on n'a pas trop de nouvelles avec ce qui se passe en interne. Ouais. Mais mon été, ça va être du repos, des soins, de l'entraînement. Équipe de France aussi un peu, non? Non, même pas. Même pas? Non. Ok. Donc Cool. voilà, cool. Chill. Super. Merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi pour l'invitation. Bonne hype à tous. On remercie bien sûr toutes les personnes qui ont travaillé pour organiser, créer cette émission. Lucien en régie, les techniciens de Sport en France. On se retrouve très vite pour une prochaine hype. Ciao!